Et si le vrai problème n'était pas le manque d'argent, mais le manque de discipline? La plupart des gens pensent que pour réussir financièrement, il faut gagner plus. Mais Jim Rohn nous rappelle une vérité simple et dérangeante. Ce n'est pas ce que vous gagnez qui compte. C'est ce que vous gardez, ce que vous faites, et surtout ce que vous contrôlez. Imaginez deux personnes. L'une gagne beaucoup, mais dépense sans réfléchir. L'autre gagne moins, mais maîtrise chaque centime. Devinez qui finit libre financièrement? La discipline financière est cette force invisible qui transforme les petits revenus en grandes fortunes et les grandes fortunes en échecs lorsqu'elle est absente. Ce n'est pas glamour, ce n'est pas rapide, mais c'est puissant. Aujourd'hui, vous allez découvrir pourquoi la discipline financière est le véritable levier du succès. Pas seulement pour votre portefeuille, mais pour votre vie entière. Restez avec moi jusqu'à la fin, car l'une de ces leçons pourrait littéralement changer votre avenir financier. Leçon 1. Dépensez moins que ce que vous gagnez. Le fondement absolu de toute architecture financière, qu'il s'agisse de celle d'un individu ou d'une multinationale, repose sur une règle arithmétique d'une simplicité trompeuse. Vos sorties d'argent doivent impérativement rester inférieures à vos entrées. Pourtant, dans une société de consommation conçue pour extraire chaque centime de votre poche par le biais du marketing émotionnel et du crédit facile, cette règle devient un acte de résistance héroïque. Si vous consommez l'intégralité de vos revenus, vous n'êtes pas un propriétaire de votre vie, mais un locataire de votre temps, échangeant chaque heure de votre existence contre des biens qui perdent de leur valeur à l'instant où ils sont acquis. Cette situation crée une prison invisible où les barreaux sont forgés par vos factures mensuelles. La discipline financière commence précisément là où l'impulsion s'arrête. Créer un écart ou un surplus entre ce que vous gagnez et ce que vous dépensez n'est pas une question de privation, mais une question de vision. Cet écart représente votre marge de sécurité, votre capital de risque et, ultimement, le prix de votre liberté. Sans cet excédent, vous vivez dans une fragilité constante, à la merci d'un licenciement, d'une urgence médicale ou d'une crise économique. En revanche, chaque euro non dépensé est un soldat qui travaille pour votre futur. La richesse ne se définit pas par ce que vous affichez, les voitures, les vêtements, les sorties, mais par ce que vous ne dépensez pas, c'est-à-dire l'accumulation d'actifs latents. Pour creuser cet écart de manière significative, il faut s'attaquer à l'inflation du mode de vie. C'est le phénomène pernicieux où, à chaque augmentation de salaire, vos besoins perçus augmentent proportionnellement. On s'habitue vite au luxe, et ce qui était hier un privilège devient aujourd'hui une nécessité. Briser ce cycle demande une conscience aiguë de ses valeurs réelles. Est-ce que ce nouvel achat améliore concrètement ma qualité de vie à long terme, ou comble-t-il simplement un vide émotionnel passager? En maintenant vos dépenses stables alors que vos revenus progressent, vous accélérez de manière exponentielle votre capacité d'épargne. C'est dans ce différentiel que se cache la véritable puissance financière. Enfin, comprendre cette leçon exige d'intégrer la notion de coût d'opportunité. Chaque dépense superflue aujourd'hui n'est pas seulement une perte de capital immédiat, c'est la perte de tout ce que cet argent aurait pu devenir s'il avait été investi. Si l'on considère le pouvoir des intérêts composés, un café à 5 € ou un abonnement inutile ne coûtent pas seulement leur prix nominal, ils coûtent des milliers d'euros de patrimoine futur. La discipline consiste donc à voir au-delà de l'échange immédiat pour percevoir le potentiel de croissance de chaque unité monétaire. C'est ainsi que l'on transforme une mentalité de consommateur en une mentalité de bâtisseur de richesse. Leçon 2. Se payer en premier. Le concept de se payer en premier est sans doute l'outil psychologique le plus puissant pour quiconque aspire à la stabilité financière. La plupart des gens adoptent une approche réactive. Ils reçoivent leur salaire, paient leur loyer, leurs factures, leurs abonnements, s'offrent quelques loisirs et espèrent qu'il restera quelque chose à la fin du mois pour épargner. C'est une stratégie vouée à l'échec,
car la loi de Parkinson stipule que les dépenses augmentent toujours pour atteindre le niveau des revenus disponibles. En plaçant l'épargne en fin de cycle, vous lui donnez la priorité la plus basse, traitant votre propre futur comme une option facultative après avoir enrichi tous vos créanciers et commerçants. Inverser ce processus est un acte de respect de soi fondamental. Se payer en premier signifie qu'à l'instant précis où vos revenus tombent sur votre compte, une portion prédéfinie est immédiatement transférée vers un compte d'épargne ou d'investissement. Ce mouvement doit être automatisé pour éliminer toute friction décisionnelle ou tentation. En agissant ainsi, vous traitez votre futur moi comme votre créancier le plus important. Vous envoyez un message clair à votre subconscient. Votre sécurité et vos projets à long terme sont plus importants que les factures d'électricité ou le dernier gadget à la mode. C'est une déclaration d'indépendance vis-à-vis de la dictature de l'immédiateté. L'objection courante à cette pratique est le manque de moyens. Je n'ai pas assez pour mettre de côté. Pourtant, l'expérience montre que l'être humain possède une capacité d'adaptation extraordinaire. Si l'État augmentait vos impôts de 5%, vous râleriez, mais vous trouveriez un moyen de survivre. Se payer en premier est une forme d'auto-imposition volontaire. En réduisant artificiellement votre revenu disponible dès le début du mois, vous forcez votre créativité et votre discipline à s'ajuster pour couvrir vos dépenses restantes avec ce qu'il reste. C'est dans cette contrainte que naît la véritable gestion budgétaire. On apprend à distinguer l'essentiel du superflu par pure nécessité opérationnelle. Sur le long terme, cette habitude transforme radicalement votre trajectoire de vie. Même une somme modeste, mise de côté avec une régularité de métronome, finit par constituer un capital conséquent. Mais au-delà des chiffres, c'est la tranquillité d'esprit qui est la plus grande récompense. Savoir que votre patrimoine grandit chaque mois, quoi qu'il arrive, réduit le stress financier et augmente votre confiance en vous. Vous n'êtes plus en train de survivre d'un chèque de paie à l'autre. Vous êtes activement engagé dans la construction d'un empire personnel. Se payer en premier est le moteur silencieux qui transforme le travail acharné en richesse durable. Leçon 3. Évitez les gratifications immédiates. La capacité à différer la gratification est l'un des prédicteurs les plus fiables de la réussite, non seulement financière, mais globale. Nous vivons dans une culture de l'instantanéité où le besoin est confondu avec l'envie et où la satisfaction doit être obtenue à la seconde même. Cette impulsivité est l'ennemi de la richesse. Chaque fois que vous succombez à une impulsion d'achat pour un plaisir éphémère, vous sacrifiez une part de votre liberté future. La discipline consiste à muscler sa volonté pour dire non aux tentations du présent, afin de pouvoir dire oui à des opportunités bien plus vastes et significatives dans le futur. Le mécanisme de la gratification immédiate est souvent une réponse émotionnelle à l'ennui, au stress ou à une recherche de statut social. Nous achetons des choses dont nous n'avons pas besoin pour impressionner des gens que nous n'aimons pas, avec de l'argent que nous n'avons pas vraiment. Pour contrer cela, il est crucial de mettre en place des systèmes de réflexion. La règle des 48 heures, par exemple, consiste à attendre 2 jours entiers avant de finaliser un achat non essentiel. Souvent, l'excitation émotionnelle retombe, et l'on réalise que l'objet du désir n'était qu'une distraction passagère. Ce délai permet à la partie rationnelle de notre cerveau de reprendre le dessus sur l'impulsion primitive. Il ne s'agit pas de vivre dans l'austérité absolue ou de se priver de tout bonheur. Il s'agit de redéfinir ce qu'est le vrai plaisir. Est-ce l'excitation de 10 minutes en déballant un nouveau vêtement, ou est-ce la satisfaction profonde de voir son compte d'investissement franchir un nouveau palier? La discipline financière déplace la source de dopamine. Elle ne provient plus de la consommation, mais de la progression vers ses objectifs. En apprenant à apprécier le processus de construction et la maîtrise de soi, on découvre que la liberté d'avoir le choix est bien plus gratifiante que n'importe quel objet matériel que l'on pourrait acquérir sur un coup de tête. À plus grande échelle, éviter les gratifications immédiates permet d'échapper au piège de l'endettement de consommation. Le crédit à la consommation est le prix que l'on paie pour l'impatience. C'est un transfert de richesse de ceux qui ne peuvent pas attendre vers ceux qui peuvent,
les banques et les investisseurs. En refusant de céder à l'immédiat, vous évitez de payer des intérêts sur des actifs qui se déprécient. Vous apprenez à épargner pour acheter, ce qui signifie que non seulement vous ne payez pas d'intérêts, mais que votre argent a généré des intérêts pendant que vous attendiez. C'est la différence fondamentale entre être l'esclave du système financier ou être son maître. Leçon 4. Créer des habitudes, pas des exceptions. La richesse est rarement le résultat d'un événement isolé ou d'un coup de chance spectaculaire. Elle est le produit dérivé d'un système d'habitudes rigoureuses maintenues sur des années, voire des décennies. Beaucoup de gens cherchent le grand coup, l'investissement miracle ou l'idée de génie, tout en négligeant la gestion quotidienne de leurs finances. Or, c'est la répétition de petites actions insignifiantes en apparence qui produit les résultats les plus massifs grâce à l'effet de cumul. Comme une goutte d'eau qui finit par percer le rocher, la régularité de vos comportements financiers est ce qui façonne votre réalité matérielle. Le danger des exceptions est qu'elles ont tendance à devenir la règle. C'est juste pour cette fois. C'est un événement spécial. Je mérite bien ça. Ce sont les justifications classiques qui érodent la discipline. Une exception est une faille dans votre système qui, si elle se répète, détruit l'intégrité de votre stratégie financière. La discipline consiste à automatiser vos bons comportements pour qu'ils ne dépendent plus de votre motivation, qui est une ressource volatile. Si l'épargne, le suivi des dépenses et l'investissement sont devenus des réflexes, alors la victoire est inévitable. Vous ne vous posez plus la question de savoir si vous allez mettre de l'argent de côté. Vous le faites parce que c'est ce que vous êtes. Pour transformer une action en habitude, il faut de la structure. Cela commence par des rituels simples, faire ses comptes chaque dimanche, réviser ses objectifs financiers une fois par mois ou lire un livre sur l'éducation financière chaque trimestre. Ces actions renforcent votre identité de gestionnaire averti. Plus vous agissez avec discipline, plus vous vous percevez comme une personne disciplinée, créant ainsi un cercle vertueux. Les habitudes financières agissent comme un pilote automatique. Elles vous maintiennent sur la bonne trajectoire même lorsque vous traversez des zones de turbulences émotionnelles ou professionnelles. Le succès financier devient alors une conséquence logique de votre mode de vie. Enfin, cultiver des habitudes plutôt que de compter sur des exceptions permet de réduire la fatigue décisionnelle. Chaque choix que nous devons faire consomme de l'énergie mentale. Si vous devez décider chaque jour de ne pas dépenser inutilement, vous finirez par craquer. Mais si vous avez établi des règles de vie claires et des habitudes d'épargne automatique, vous préservez votre volonté pour des décisions plus importantes, comme la manière d'augmenter vos revenus. La véritable maîtrise financière, c'est lorsque la discipline ne ressemble plus à un effort, mais à une seconde nature. C'est là que l'accumulation de richesses devient non seulement possible, mais prévisible. Leçon 5. Prendre le contrôle total de ses finances. L'ignorance financière est la forme la plus coûteuse de négligence. On ne peut pas gérer ce que l'on ne mesure pas. Prendre le contrôle total de ses finances signifie passer d'un état de passivité où l'argent semble s'évaporer sans explication à un état de clarté absolue. Cela nécessite une confrontation directe et parfois brutale avec la réalité de vos chiffres. Vous devez connaître au centime près ce qui rentre, ce qui sort et surtout où cela va. Sans cette cartographie précise, vous naviguez à vue dans un brouillard qui finira tôt ou tard par vous faire heurter un récif financier. Prendre le contrôle, c'est aussi assumer la responsabilité pleine et entière de sa situation actuelle sans chercher d'excuses extérieures. Que ce soit l'économie, les taxes ou votre employeur, ces facteurs sont hors de votre portée. Ce qui est sous votre contrôle, c'est votre réaction et votre organisation. Tenir un budget n'est pas une restriction de liberté, c'est au contraire l'outil qui vous permet de décider exactement comment votre argent doit travailler pour vous. Un budget donne une mission à chaque euro. Quand vous contrôlez vos chiffres, vous reprenez le pouvoir sur votre vie. Vous n'êtes plus victime des circonstances, mais architecte de votre destin. Un aspect crucial du contrôle total est la gestion des dettes.
La dette de consommation est un cancer pour la richesse. Elle ponctionne votre futur pour financer un passé déjà consommé. Reprendre le contrôle implique d'élaborer un plan d'attaque agressif pour éliminer les dettes à taux élevés et de se jurer de ne plus jamais utiliser l'argent que l'on n'a pas encore gagné pour des biens périssables. Parallèlement, le contrôle s'étend à la compréhension de vos actifs. Savez-vous quel est le rendement de vos investissements? Connaissez-vous les frais que vous prélève votre banque? Chaque pourcentage perdu en frais ou en mauvaise gestion est une année de retraite en moins. La vigilance est le prix de la prospérité. Enfin, le contrôle total débouche sur la sérénité. L'anxiété financière naît presque toujours de l'incertitude et du sentiment d'impuissance. Dès que vous mettez de l'ordre dans vos papiers, que vous définissez vos chiffres et que vous tracez un plan clair, le stress diminue, même si les chiffres ne sont pas encore là où vous le souhaiteriez. Savoir où vous en êtes est le premier pas indispensable pour aller là où vous voulez être. La discipline de suivi et de contrôle transforme la finance d'une source d'angoisse en un jeu de stratégie passionnant. En fin de compte, soit vous maîtrisez votre argent, soit son absence vous maîtrisera pour le reste de vos jours. La discipline financière n'est pas une restriction, c'est une libération. Beaucoup voient les règles comme des limites, mais en réalité, elles sont des fondations. Sans discipline, même les plus grandes opportunités s'effondrent. Avec discipline, même les petits débuts deviennent extraordinaires. Jim Rohn disait souvent que le succès n'est rien de plus que quelques disciplines simples pratiquées chaque jour. Et l'échec? Quelques erreurs de jugement répétées quotidiennement. La différence entre les deux est minime, mais ses conséquences sont immenses. Aujourd'hui, vous avez un choix. Continuer comme avant, en espérant que les choses changent, ou décider dès maintenant de prendre le contrôle, de devenir intentionnel avec votre argent, de construire étape par étape une vie financière solide. Ce ne sera pas facile, mais ce sera simple, et surtout, ce sera transformateur. Alors commencez aujourd'hui, pas demain, pas quand vous gagnerez plus, aujourd'hui, parce que la discipline financière que vous choisissez maintenant déterminera la vie que vous vivrez demain.